Alors, deuxième sujet. Alors, je crois qu'on va peut-être garder le modèle européen pour la deuxième partie, puisque là, on va peut-être essayer d'avancer sur le modèle chinois. Je crois que Louis a dit l'essentiel. C'est un modèle qui est assez fascinant, parce que c'est un modèle qui a l'air d'être extrêmement efficace. Alors pourquoi est-ce que ce modèle est très efficace? Il y a alignement évidemment des objectifs entre l'État et les grandes entreprises. Prenez deux exemples, les énergies renouvelables. L'État chinois dit en 2040, il faudra que la moitié de l'énergie utilisée en Chine vienne du renouvelable. Ben, tout le monde le fait. Hein. Et comme tout le monde le fait, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques années? Ben, la Chine a généré les plus grandes entreprises mondiales dans les panneaux solaires, dans les cellules solaires, dans les batteries électriques et dans l'éolien. Hein. Et donc il y a eu cet enchaînement qui fait qu'une directive d'État a fabriqué un marché intérieur, puisque tout le monde s'est mis en marche pour avancer vers cet objectif. Ce marché intérieur a fabriqué de grands groupes sur un marché intérieur, et j'en dirai un mot après, qui est très protégé. Et ces grands groupes, maintenant, attaquent le monde entier. Quand vous lisez qu'il y a des objectifs d'énergie renouvelable très ambitieux en Europe, enfin aux États-Unis, c'est moins le cas, mais en Europe, il faut savoir que nous allons acheter l'essentiel des équipements aux Chinois. Hein. Donc les programmes d'énergie renouvelable européens vont faire la richesse des grands groupes chinois du renouvelable. Deuxième exemple, au début de cette année, le gouvernement chinois a remis des contrôles des capitaux, c'est-à-dire a limité les possibilités pour les entreprises chinoises de faire des acquisitions à l'étranger. Et qu'a dit le gouvernement chinois? Le gouvernement chinois a dit, si vous voulez faire une acquisition d'entreprise à l'étranger, vous ne pouvez le faire que dans 4 secteurs, qui sont, si je me rappelle bien, l'agroalimentaire, la santé, les nouvelles technologies et les matières premières. Depuis le 1er janvier, il n'y a plus d'acquisition que dans ces 4 secteurs, ce qui a arrêté l'hémorragie de capitaux qu'on voyait en Chine dans le passé, où les Chinois achetaient des hôtels, l'aéroport de Toulouse, enfin des trucs qu'ils n'auraient pas dû faire. Et voilà, et instantanément, vous avez une discipline, et les investissements à l'étranger ne sont que ceux qui sont jugés utiles pour l'économie chinoise, qui a besoin effectivement d'approvisionnement agricole, qui a besoin de trouver des technologies nouvelles, et qui a un énorme besoin dans le domaine de la santé et du médicament. Donc c'est un modèle qui a l'air extrêmement efficace, vous voyez, qui met tout le monde en marche dans la même direction au même moment, basé sur des capacités colossales de financement, qui sont l'épargne gigantesque des Chinois. Les Chinois épargnent 50% de leurs revenus, quand les Américains épargnent 4%. Donc ça fait une petite différence sur la force de frappe en termes financiers du pays, basé sur un gigantesque marché intérieur, basé sur le protectionnisme de ce marché intérieur, qui permet de fabriquer des grands groupes qui n'ont pas de concurrents étrangers sur le marché intérieur et qui après peuvent attaquer l'international, et basé sur des coûts de financement extrêmement bas. Si une grande entreprise d'État chinoise a besoin de devises pour faire une acquisition à l'étranger, elle va voir la Banque centrale qui va généreusement lui prêter cette devise à un taux d'intérêt de l'ordre de 0%, ce qui n'est pas, évidemment, les mêmes conditions de financement que celles des groupes européens. Alors, la question centrale, je crois, c'est qu'est-ce qui ne va pas dans ce modèle, quoi, je veux dire. Après tout, pourquoi est-ce qu'on ne saute pas est-ce que je crois qu'après, Louis et moi, on va défendre l'idée qu'il faudrait essayer de trouver ce modèle à multi-partenaires européens, mais honnêtement, le modèle chinois a l'air d'être extraordinairement efficace et bien ficelé, quoi, je veux dire. Il n'a pas l'air d'inhiber l'innovation. On pourrait dire un modèle étatique très contrôlé. Regardez le niveau de recherche-développement, les brevets, la montée en gamme technologique de la Chine, c'est quand même extrêmement impressionnant. Dans les télécoms, dans toutes les énergies renouvelables, dans la voiture électrique. Alors je parle devant le spécialiste mondial de la voiture électrique, mais enfin, les Chinois sont en avance plutôt sur les autres pays. Donc ça, on n'a pas l'impression que ça inhibe l'innovation. Qu'est-ce qui ne va pas dans le modèle chinois? C'est probablement plutôt les aspects politiques du modèle chinois. C'est évidemment des contraintes extrêmement fortes sur les salariés. Il y a un syndicat unique, les salaires sont formés de façon très, très centralisée. Il y a du protectionnisme, parce qu'il faut protéger le marché intérieur. Mais honnêtement, ça pose question. Je ne sais pas ce qu'en pense Louis, mais ça pose question, parce que ce modèle donne pour l'instant d'extraordinairement bons résultats. Alors bien sûr, assis sur des spécificités de la Chine, assis sur la taille évidemment, assis sur l'énorme quantité d'épargne que j'évoquais à l'instant, mais sur quand une même. tradition politique
et institutionnel chinois. Oui, bien sûr. Il y a rarement eu d'élections démocratiques en Chine. Il n'y en a jamais eu. Enfin bon, mais quand même, c'est très intéressant, quoi, parce qu'on a l'impression que ce modèle est très efficace. Voilà ce que je voulais dire en complément. Et alors, bien sûr, maintenant, je crois qu'il faut qu'on essaie de définir, Louis et moi, si on rejette le modèle anglo-saxon par tous les aspects négatifs, et le modèle chinois par les contraintes politiques plutôt, et sociales, mais pas tellement par les... comment peut-on avancer vers un modèle européen qui serait d'une troisième nature? Oui, ce qu'il faut bien comprendre, juste avant d'en venir à la deuxième partie du débat, c'est que ces trois capitalismes sont un État à un moment donné, aujourd'hui, mais qu'il y a eu une évolution fondamentale à un moment donné. Patrick a rappelé le capitalisme managérial qui était caractéristique des États-Unis. Donc les États-Unis sont venus à ce capitalisme du capital ou de la valeur actionnariale. Et ce qu'il faut bien retenir en particulier sur ce capitalisme, c'est que quand les entreprises rachètent leurs propres actions, le chiffre de 50% est stupéfiant. Simultanément, ça signifie qu'il faut que les entreprises recourent à l'endettement. C'est ça le levier. Donc l'endettement, d'où le risque fondamental de la crise. Et c'est très précisément ce qui s'est passé. C'est un peu chez Marx, d'ailleurs, tout ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est très précisément ce qui s'est passé. Et la contradiction soulignée entre le taux d'intérêt très faible, taux d'intérêt réel très faible, et les profits très élevés, c'est aussi une vieille question de l'économie politique, et elle se heurte à une autre contradiction, qui est que si on prend la valeur ajoutée et le partage de la valeur ajoutée, qui est traditionnellement un tiers, deux tiers, un tiers pour le capital, deux tiers pour l'ensemble des salariés. Bon, ça peut fluctuer, mais autour de ça. Évidemment, ce n'est pas compatible avec une croissance des salaires au sens où c'était le cas historiquement, et avec des 15 à 16% de rentabilité du capital. Il faut forcément que la répartition évolue si on veut maintenir à la fois une stabilité, voire une croissance des salaires, et un tel niveau de rentabilité du capital. C'est aussi résolu finalement par le levier, c'est-à-dire par l'endettement, ce qui n'est pas durable. Si je peux juste, avant que Louis reprenne sur le futur, et je crois en plus, ce que j'ai oublié de dire, et tu as tout à fait raison, ce modèle, puisque ce modèle est assis sur une déformation du partage des revenus continuellement au détriment des salariés, ce modèle tue un des facteurs de la croissance de long terme, qui est la consommation. Mais comment ceci est-il géré pour l'instant? Ceci est géré par des politiques publiques de soutien de la demande. Donc ce modèle est aussi associé au déficit public, aux politiques budgétaires expansionnistes et aux taux d'intérêt de plus en plus bas, qui sont finalement des... Et là, on n'a pas parlé d'un autre pays qui est le Japon, où ceci se voit de façon tout à fait extraordinaire. Les profits des entreprises au Japon, c'est le double de leurs investissements, ce qui est évidemment totalement destructeur, puisque les salaires n'arrêtent pas de baisser. Et pour compenser l'effet sur la dynamique économique de la baisse des salaires, eh bien, on pratique des déficits publics de plus en plus considérables et des taux d'intérêt de plus en plus bas. Donc, en fait, on asservit la politique économique à la compensation de la déformation du partage des revenus. J'ajoute un point également dans ce bilan qu'il faut montrer les dynamiques en cours, c'est que le capitalisme anglo-saxon génère des capacités financières absolument considérables qui s'investissent partout dans le monde, y compris en France, où la moitié du CAC 40 est possédée par des fonds anglo-saxons, et donc qui sont en train de diffuser dans notre pays les règles de fonctionnement du capitalisme anglo-saxon, auquel on ne peut pas échapper parce qu'on a en face de nous des investisseurs qui constituent la base financière de nos entreprises et qui, eux, sont fondés, dont la stratégie est fondée sur la valeur actionnariale. Donc ce modèle a une capacité de contamination et d'essaimage qui est absolument formidable. Même le capitalisme allemand commence à être pénétré. Juste un mot, peut-être une question à Louis aussi.
Est-ce qu'on n'idéalise pas trop le capitalisme allemand? Parce que on dit dans les conseils d'administration, moitié, comme tu le sais, il y a la réunion du conseil d'administration et puis il y a le matin la réunion de la moitié du conseil d'administration où il n'y a pas les syndicats. Donc est-ce que ce modèle partenarial allemand existe vraiment ou est-ce qu'en réalité c'est une fiction? Alors je vais te répondre doublement. La première réponse qui est pour moi intéressante, quand j'étais patron de ADS Airbus, j'ai voulu adopter un statut d'entreprise européenne pour cette entreprise qui était une entreprise franco-allemande. Mais on m'a dit, si vous adoptez le statut d'entreprise européenne, il faut mettre la codétermination. J'ai dit, pourquoi pas? Et au conseil d'administration, ce sont les Allemands qui ont dit, nous, on n'en veut pas. On l'a déjà chez nous, vous n'allez pas en plus polluer votre boîte avec ça. Donc il ne faut pas penser que ce soit idyllique. Seconde chose, Patrick a parfaitement raison, ça n'empêche pas les actionnaire de se réunir entre eux, mais ce que cela fait, c'est que ça donne un levier au syndicat qui est considérable, qui en plus est appuyé sur la législation, qui fait qu'on ne peut pas prendre la décision d'un quelconque plan social en Allemagne sans l'accord des syndicats. Ce n'est pas comme en France, où on a un avis négatif et on passe outre. En Allemagne, on ne peut pas passer outre. Le seul moyen de passer outre, c'est d'aller devant le juge. Et je peux vous dire que c'est ça qui fait qu'on est obligé de discuter en Allemagne et qui fait la force des syndicats. Mais les syndicats savent aussi qu'ils ont là un outil dont il ne faut pas qu'ils abusent. Mais vous ne déplacez pas 2 personnes dans une entreprise dans le cadre d'un plan social sans l'accord du syndicat. Ça, c'est clair. Et j'ai l'expérience. Bon, alors on a commencé à entrer dans la deuxième partie du débat sur l'évolution possible. Moi, je voudrais pas être trop long, donc je vais être schématique. Est-ce qu'on peut reconstruire ou construire une troisième voie qui est évidemment un capitalisme raisonné, raisonnable, faisant sa place aux parties prenantes, assurant une vision à long terme et pas uniquement le court terme, ne se traduisant pas par une croissance forte des inégalités, capable de prendre en compte des externalités sur l'environnement, etc. Est-ce qu'on est capable de construire cela face à la déferlante, parce que c'est une déferlante, du capitalisme anglo-saxon? Eh bien moi, je pense que c'est possible, mais que ça ne sera pas simple, et qu'il faut redonner sa place aux politiques dans cette affaire. On ne peut attaquer ce problème qu'à 3 niveaux, au niveau mondial, au niveau européen et au niveau français. Si on ne fait rien au niveau mondial, si on n'est pas capable d'introduire des éléments de régulation au niveau mondial, nous aurons énormément de difficultés à résister à la pénétration du capitalisme anglo-saxon. Alors ça veut dire au niveau mondial renforcement du rôle économique du G20, réforme de l'OMC pour en faire une organisation internationale de l'économie réelle face au FMI qui est l'organisation internationale de la finance. Ça peut être le renforcement de l'organisation internationale du travail. Ça peut être des réglementations sur la fiscalité des grandes entreprises, et notamment des multinationales. C'est évidemment la lutte contre les paradis fiscaux. Il y a tout un ensemble de choses qui doivent... Mais c'est un débat politique. Il faut être capable de constituer un rapport de force qui permette d'évoluer sur ces différents plans au niveau mondial. Parce que je pense que si on ne modifie rien dans le fonctionnement de la mondialisation, il sera extrêmement difficile de modifier les choses dans un pays comme la France. Et moi, j'ai fait ma révolution là-dessus, parce que je n'étais pas sur cette idée-là au départ. Socialisme dans un seul pays, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. C'est ça le problème auquel on est confronté. Ensuite, il y a le niveau européen. Je vais très vite, je ne donne que quelques exemples, on pourrait développer. Au niveau européen, il y a des choses à faire aussi. Bon, il y a d'abord l'harmonisation fiscale et sociale, qui me paraît absolument indispensable si on veut avoir d'abord une égalité de traitement au sein entre nos différents pays, et donc une concurrence équilibrée, et deuxièmement, si on veut être capable de traiter
fiscalement un certain nombre de grands problèmes. Je vous rappelle que les principaux paradis fiscaux sont en Europe. Ils ne sont pas Caïmans, îles Vierges, ils sont en Europe. Et donc, tout au moins ceux qui intéressent les entreprises françaises. Il y a donc l'harmonisation fiscale et sociale. Il y a le principe de réciprocité dans le commerce extérieur qu'il faut être capable de mettre en œuvre, c'est-à-dire que lorsqu'un pays nous interdit à nos entreprises d'accéder à ces marchés publics, eh bien ce pays ne devrait pas pouvoir avoir accès aux marchés publics chez nous. Lorsqu'un pays interdit des investissements étrangers chez lui, eh bien peut-être qu'il faudrait voir que si on accepte les investissements venant de ce pays chez nous, et dans quelles conditions. Lorsque nous mettons en place des réglementations de sécurité, est-ce qu'on vérifie que les importations sont conformes à ces réglementations de sécurité? Est-ce qu'on est capable de mettre aux frontières de l'Europe des taxes carbone? Je pense que c'est un objectif très ambitieux, mais il faut poser les problèmes. Je pense que, est-ce qu'on est capable de mettre au niveau de l'Europe des outils pour résister aux OPA hostiles et notamment à l'activité des fonds activistes? Les fonds activistes, ce sont des fonds essentiellement anglo-saxons qui interviennent dans les entreprises, déstabilisent la gouvernance de l'entreprise pour essayer d'obtenir des décisions qui soient favorables à l'investissement qu'ils ont fait dans ces entreprises. Et ces fonds activistes deviennent très actifs, c'est le cas de le dire. Ils étaient assez réservés aux États-Unis jusqu'à présent, et maintenant ils viennent en Europe. Et nous avons des cas tout à fait précis en France d'intervention de fonds activistes. Je pense que mettre en place aussi une réglementation sur les investissements étrangers en Europe pour préserver un certain nombre d'outils stratégiques qui constituent la base de notre économie dans le domaine des hautes technologies et autres. Les Allemands se sont réveillés parce que les Chinois ont racheté une des plus belles entreprises de robotique en Allemagne. Ça les a choqués, donc ils ont réagi. Nous, on a réagi lorsqu'il y a eu les affaires d'Alstom et de General Electric. Montebourg a pris un décret. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une réglementation européenne sur ces points? Je pense qu'il faut à la fois travailler au niveau mondial et au niveau européen. Et ensuite, au niveau français, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Au niveau national, je pense qu'on a d'abord, en termes de gouvernance des entreprises, faut-il aller vers la codétermination allemande? Moi, j'avais proposé dans mon rapport de 2012 qu'il y ait au moins 4 administrateurs représentant les salariés dans les conseils d'administration. Parce que quand il y en a un, il est isolé, le malheureux. Moi, il y en a un chez nous, chez PSA. Alors, il y en a une autre qui représente les salariés actionnaires. Donc, ça en fait 2. Mais il faut qu'il y ait une certaine masse critique pour qu'il puisse peser. Donc, 4 me paraît être un chiffre tout à fait acceptable. Il faudra peut-être progressivement aller vers... faut-il aller jusqu'à la parité? C'est une question qu'il faudrait se poser. Pardon. Non, alors il y a des instruments aussi. Moi, je suis de tradition colbertiste, c'est-à-dire intervention de l'État n'est pas pour moi une honte. J'ai été directeur général de l'industrie. J'ai utilisé ces outils. Je pense que le rôle de la BPI, le rôle du commissariat général à l'investissement et des investissements d'avenir, tout ça, ça peut être renforcé dès lors qu'on est capable de définir une stratégie économique. Je pense qu'il est essentiel qu'il y ait une stratégie économique et que cette stratégie assume clairement qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre du capitalisme anglo-saxon. Et enfin, il faut travailler sur des aspects également réglementaires. Moi, j'ai soutenu les propositions de Jean-Louis Beffa, je l'ai mis dans mon rapport, et d'ailleurs c'est passé dans la loi Florange, qui est que un actionnaire qui reste plus de 2 ans au capital d'une entreprise, eh bien, il a le droit de vote double. Il faut savoir que les actionnaires anglo-saxons restent environ 3 à 4 mois au capital d'une entreprise. Ça veut dire qu'ils ont droit à leur rémunération, ils ont droit à la protection de leur capital.
Mais quel discours peuvent-ils tenir sur l'entreprise alors qu'ils y restent quelques mois dedans? Je pense qu'avantager un actionnaire qui reste 2 ans au capital, et il y a des fonds anglo-saxons qui sont des fonds de long terme qui restent aussi, je ne veux pas caricaturer, c'est donner la prime au long terme. Tout ce qui permet également au niveau national, comme je l'ai dit au niveau européen, de résister aux OPA hostiles déclenchés dans des conditions souvent catastrophiques et destructrices pour les entreprises, est important. Et je pense que nous avons beaucoup de progrès à faire. Je crois qu'il faut aussi que l'appareil d'État reconstitue une expertise technique qu'il a perdue. Il faut savoir que quand la Direction générale des entreprises, avec laquelle j'ai la meilleure relation, est interrogée sur une question, il demande à McKinsey de faire un rapport. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors que j'ai connu l'époque où il y avait une expertise au sein de l'État. France Stratégie est un think tank au service de l'État. Il pourrait peut-être, comme le faisait le commissariat au plan dans le passé, être un lieu de dialogue entre les forces sociales pour que s'élaborent progressivement des consensus au niveau national. Parce que ça, c'est une des forces de l'Allemagne. C'est cette capacité à élaborer du consensus. Eh bien, moi, je pense qu'il faut être capable de reconstituer cette capacité à élaborer des consensus, parce que c'est ça qui nous permettra de résister à cette vague anglo-saxonne. Alors on me dira, si vous faites ça, vous allez faire fuir les capitaux anglo-saxons. Il y a un risque qui n'est pas négligeable, et qui est celui qui terrorise tout le monde. Et c'est pour cela que je pense qu'on ne peut pas raisonner uniquement au niveau français, il faut raisonner au niveau européen et au niveau mondial. Bon, Patrick, oui. Qu'en penses-tu de... Je vais reprendre... et là, je crois que j'ai peut-être des petites divergences de temps en temps avec Colbert, qui est assis à ma gauche. Bon, je vais partir des aspects de gouvernance d'abord, et ensuite, je vais venir sur les questions d'environnement et de nécessité dans l'environnement. Et strictement sur la gouvernance des entreprises. Je crois qu'il est... Bon, il est quand même assez communément admis, en tout cas en Europe. Ce que nous avons dit tous les deux, il me semble, depuis le début, c'est qu'on ne peut pas considérer que l'entreprise appartient aux actionnaires. Ce qui appartient aux actionnaires, ce sont les actions de l'entreprise. Et l'entreprise, c'est un lieu où se rejoignent bien d'autres intérêts que ceux des propriétaires des actions. C'est important d'apporter le capital. Et à nouveau, il est normal d'être rémunéré convenablement et payé pour le risque pris. Mais l'entreprise en tant que telle, c'est autre chose que les actions de l'entreprise. Donc il faut essayer de trouver le moyen... On parlait tout à l'heure de l'alignement des intérêts entre les dirigeants et les actionnaires, d'aligner les intérêts des dirigeants et, alors la liste est longue, les salariés, les clients, les consommateurs, les sous-traitants, on n'en parle pas trop, mais c'est quand même extraordinairement important. Ça fait sans doute une des grandes différences entre le capitalisme français et allemand, à la façon dont les grands groupes traitent leurs sous-traitants, les collectivités locales, l'environnement, les porteurs de dettes, etc., etc. Et alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon que Louis suggère en disant il faut que ces stakeholders, comme on dit, participants à l'entreprise, soient dans les conseils d'administration. Pour les salariés. Oui, mais pourquoi s'arrêter aux salariés? Je ne veux ni les fournisseurs ni les clients. Oui, ça je suis d'accord. Mais notre ami Antoine Frérot suggère les collectivités locales. Enfin, il a un business un peu particulier qui s'appelle Veolia, donc il est peut-être. Mais je crois que c'est compliqué. Moi, je suis aussi dans des conseils où il y a des représentants des salariés. Ça se passe extrêmement bien. Curieusement d'ailleurs, les dirigeants d'entreprise qui ont vu avec horreur absolue arriver les représentants des salariés dans les conseils sont maintenant ravis qu'ils y soient. C'est quand même assez intéressant comme évolution. Mais si vous commencez à mettre des représentants des clients, des sous-traitants, des collectivités locales, de l'administration, responsables de l'environnement, les conseils, ça va devenir un énorme bazar. Et on aura des conseils parallèles où se prendront les vraies décisions. Et donc peut-être il faut avoir une autre stratégie que de changer la composition des conseils, pour s'assurer que les conseils restent la représentation des actionnaires, et que par ailleurs on met en place de bonnes incitations. Exemple, nous voulons, alors je prends les exemples français pour faire plus simple, nous voulons allonger la durée des contrats de travail. Vous savez qu'en France, la durée moyenne d'un nouveau contrat de travail est de 3 semaines, ce qui évidemment est absolument épouvantable et catastrophique. Et donc, une façon normale de faire, c'est ce que le gouvernement va faire, c'est le bonus-malus. Donc, c'est que les entreprises qui utilisent des contrats de travail courts payent plus de cotisations sociales de chômage que celles qui utilisent des contrats longs.
On a mis des règles sur les délais de paiement, par exemple vis-à-vis des sous-traitants, qui ont réduit les délais de paiement. On n'a pas mis les sous-traitants dans les conseils. On aura peut-être un jour une taxe européenne sur le CO2, qui permettra d'internaliser les problèmes d'environnement. Donc, moi, je crois plus au fait que les États mettent les bonnes incitations qu'à modifier la composition des organes dirigeants des entreprises, qui me paraît trop compliqué et gérant trop de perturbations. Cela étant, à nouveau, je le redis, les représentants des salariés jouent un rôle extrêmement positif dans les conseils, parce que c'est un dialogue qui est totalement dépassionné entre les représentants des actionnaires et des salariés. Patrick, là j'étais en train de penser, pendant que tu t'exprimais, à ce que tu avais dit juste précédemment. Est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que de mettre dans les conseils effectivement les différents stakeholders, est-ce qu'il ne faudrait pas rendre à l'entrepreneur, au manager, une indépendance par rapport au capital et casser ou essayer de casser ce que... Oui, mais tu mets des incitations. Théorie de l'agence. Pourquoi tu veux pas de mes incitations? Quand il y aura l'année prochaine de bonus-malus, et que des entreprises qui utilisent des CDD d'un mois vont payer des charges sociales. Ça, c'est très bien, oui. Les managers, ils utiliseront des contrats plus longs, quoi, je veux dire. Donc je pense que c'est plutôt les incitations qu'il faut utiliser. Je crois quand même que je ne propose pas qu'on mette toutes les parties prenantes au conseil d'administration. Ce serait la foire d'empoigne. Il n'y a que les universités qui sont capables de faire ça. Et ce n'est pas avec le résultat. Et ce n'est pas un succès extraordinaire. Avec le résultat. Et ce n'est pas extraordinaire. Ceci, évidemment, n'est pas pour reproduction à l'extérieur de cette salle où tout doit rester entre nous. Mais il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Non, mais ce que je crois, c'est que les salariés, c'est d'une essence particulière. D'abord parce qu'ils sont au sein de l'entreprise. Et deuxièmement, parce que je pense que c'est à la fois bon pour les entreprises, bon pour les dirigeants et bon pour les salariés. Oui, je suis d'accord. Non, je suis complètement d'accord. Mais d'une certaine façon, ils sont captés un peu comme les régulateurs. Non, je pense pas. Je ne crois pas à ce qu'on voit. En Allemagne, je peux vous dire qu'ils ne sont pas captés. Non, parce que moi, je me suis payé des petites grèves chez IG Metall. Bien. J'avais 97% de grévistes, ce que je n'ai jamais obtenu en France. Alors, c'est plus rare aussi, une grève chez. Alors, deuxième aspect de la réflexion, si on veut un capitalisme européen qui ait ses caractéristiques, donc tous les parties prenantes de l'entreprise, soit dans l'intérieur, dans les conseils, soit par des incitations publiques, sont prises en considération, et les dirigeants donc travaillent en réalité avec une masse d'objectifs et pas simplement avec l'objectif de rendement. Comment est-ce que c'est possible? Alors Louis l'a suggéré tout à l'heure, ce n'est pas possible si nos actionnaires sont tous du monde anglo-saxon. Si tout le monde veut 15% d'ROE dans l'actionnariat des entreprises, les entreprises feront 15% d'ROE et elles feront ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc il faut des actionnaires locaux, et donc il faut que la gauche française peut-être réfléchisse à lever ce tabou qui est que l'action, c'est pas bien, quoi. Je veux dire, nous n'aurons notre capitalisme que le jour où les hommes politiques, y compris de gauche en France, penseront que l'actionnariat de masse, c'est quelque chose qui est favorable pour l'économie. Il y a 7% seulement des Français détiennent des actions. 50% des Américains détiennent des actions. Et donc, si les Français détenaient des actions, on aurait un actionnariat local et les fonds américains auraient beaucoup moins de poids. Voilà. Et ça, il faut changer, à mon avis, un tabou intellectuel sur cette question de l'action. Et puis, il faut changer la fiscalité, ce qui va aussi être fait, parce que tant qu'on taxe à 70% les dividendes, on n'aura pas d'actionnaires locaux. Ça, c'est fini le 1er janvier. Voilà. Deuxième chose, il faut voir quelles sont les conditions dans les autres institutions. Comme les économistes parlent de complémentarité institutionnelle. Donc on ne peut pas changer la gouvernance des entreprises sans toucher au reste. Alors je ne reviens pas, j'ai marché du travail. Évidemment, la façon de réglementer ou de ne pas réglementer le marché du travail dépend du modèle de capitalisme. C'est un tout intégré, quoi. Le capitalisme anglo-saxon, il est indissociable de la flexibilité. Donc il faut réfléchir au marché du travail. Deuxièmement, le modèle de financement.
la mode en Europe, et c'est une mode qui est poussée par la Banque centrale européenne, c'est de dire qu'il faut basculer d'un financement bancaire à un financement sur les marchés financiers des entreprises. On veut désintermédier le financement des entreprises. L'idée, elle est assez simple, c'est qu'il faut rendre les banques extrêmement sûres. Donc il ne faut plus que les banques prennent de risques. Pour que les banques ne prennent pas de risques, il faut qu'elles arrêtent de prêter aux entreprises qui sont risquées. Et donc il faut que les entreprises qui sont risquées se financent sur les marchés. Le jour où on n'aura que des financements désintermédiés sur les marchés et plus de financement bancaire, on aura le modèle anglo-saxon de capitalisme. Donc il faut maintenir un massif financement bancaire des entreprises et il faut accepter que les banques prennent des risques. Il faut accepter qu'il puisse y avoir des crises bancaires, simplement être capable de gérer les crises bancaires, les résoudre. Mais on ne peut pas aller dans cette direction où aujourd'hui on nous explique qu'une banque, ça doit collecter des dépôts et financer les États, en gros, quoi. C'est ceci, et que le reste se passera sur les marchés. C'est une voie qui condamne totalement notre capacité à avoir un capitalisme local. Et troisièmement, il va falloir que les capitalistes européens, s'ils se développent, acceptent des rendements du capital plus faibles que les anglo-saxons. Et donc, il va falloir être content avec 8 ou 9 et pas avec 15. Honnêtement, c'est pas mal 8 ou 9, mais ce n'est pas le standard international. Donc, il va falloir avoir accepter d'autres critères de rentabilité que ceux qui viennent du monde anglo-saxon. Donc, vous voyez, donc, tout ça n'est pas simple. Donc, on y arrivera, à mon avis, si on passe des lois qui mettent les bonnes institutions, si on se finance par les banques, si on garde un minimum de réglementation du marché du travail et si on accepte des rentabilités plus faibles du capital. Alors, dernier point, oui, je ne sais pas non, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. Voyons ce que... Très bien, parce que très court, parce qu'il faut passer... Juste un mot. Moi, il a vu des divergences. J'en ai pas vu beaucoup avec ce que vient de dire Patrick. Donc, je trouve que ce qu'il a dit est très pertinent. Et à la limite, je regrette de ne pas l'avoir dit. Mais ce qui me paraît clé, c'est de savoir si toutes ces bonnes intentions que nous exprimons, nous pouvons les mettre en œuvre dans un seul pays, qui est la France. Non, c'est l'Europe. Et c'est ça la question. C'est l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit européen et même pour une partie mondiale. Parce que quand on voit la fiscalité des grandes entreprises, c'est mondial. Oui, mais ça, on n'y arrivera pas, Louis. Je crois qu'il va falloir se dire sur le climat, on parlait de climat hier après-midi, sur la fiscalité, sur la façon dont fonctionne. Je ne crois pas qu'on y arrivera. Surtout avec les États-Unis tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc je pense que... Je vais rentrer désespéré à part. Non, mais je pense qu'il faut réfléchir à des choses européennes. Je voulais juste dire un mot après, c'est ce qu'a dit Louis à la fin. Alors là, je ne vais pas dire je suis pas d'accord, mais sur le rôle de l'État dans tout ça, du point de vue du pilotage stratégique. Colbert. Alors, Colbert ou Xi Jinping, si on veut. Peut-être pas, quand même. Et Xi Jinping. Je disais tout à l'heure avec Louis que Louis avait un modèle sino-saoudien maintenant de capitalisme. Est-ce que ça marche? Alors c'est là que c'est assez perturbant. Ça a l'air de marcher en Chine, on le disait tout à l'heure. Honnêtement, le gouvernement chinois a poussé la recherche, les entreprises dans les bonnes directions. Le renouvelable, etc., et la montée en gamme, et c'est quand même les grandes boîtes de l'Internet. En France, alors Louis ne va pas être d'accord, enfin, on a quand même plutôt, ça n'a pas été formidable quand même, le colbertisme d'État industriel. Et donc, est-ce que ça peut marcher? Ou en tout cas, dans quel degré de détail est-ce que l'État doit aller? Est-ce que l'État doit décider que ce qui est important, c'est la batterie du futur, le TGV de demain, ou est-ce que l'État doit rester à un niveau de généralité beaucoup plus grand, quoi? J'ai l'impression que chaque fois que l'État français est rentré dans le détail, ça ne s'est pas bien passé, quoi. Je pourrais ne pas partager cet avis, pensant au nucléaire, aux télécoms dans les années 70, où ça s'est bien passé, et dans la filière de l'armement aussi, qui est une filière stratégique. Et l'espace, il y a des domaines qui ont été... Mais moi, je ne propose plus ce modèle-là, parce que je pense qu'effectivement, il n'est plus adapté à la période actuelle. Je l'ai beaucoup soutenu. Il n'est plus adapté à l'époque actuelle. J'ai même soutenu les nationalisations de 82, et si on fait le calcul, on a nationalisé des boîtes qui étaient pour un certain nombre d'entre elles au bord de la faillite, je pense à Thomson CSF, et on les a rendues au privé en 86-87, rétablies, est capable de fonctionner. Donc je ne suis pas non plus un adversaire
de nationalisation lorsqu'elles peuvent être utiles. Ceci étant dit, je pense qu'on est dans une autre période et que ce n'est pas la même chose que ce qu'on a fait dans cette période-là. Donc j'ai été commissaire général à l'investissement, chargé des programmes d'investissement d'avenir, et j'ai vu quand même qu'on avait des leviers. Et quand je vois le travail que fait la BPI pour soutenir l'innovation et l'investissement dans les entreprises non cotées, lorsque je vois ce que le programme d'investissement d'avenir est capable d'impulser dans la filière numérique, je me dis l'État a des choses à dire et à faire. Bien, maintenant nous allons passer aux questions des étudiants qui constituent notre panel. Je leur demanderai de poser des questions très brèves, évidemment, et à nos deux débatteurs de répondre encore plus brièvement, si possible. Donc d'abord, Camille et Lofir. Alors du coup, avec l'économie collaborative et l'économie sociale et solidaire, est-ce que vous pensez qu'un nouveau type de capitalisme va émerger ? Et si oui, quelles en seraient les caractéristiques ? C'est pour moi, ça ? Oui. Tout le monde. C'est pas tout à fait Colbert, mais bon. Bon, le mouvement associatif, c'est 100 milliards d'euros en France. Pas absolument négligeable. L'économie sociale et solidaire, globalement entendue, c'est 10% de la main-d'œuvre. Alors je reconnais que dans l'économie sociale et solidaire, il y a le mutualisme, et que c'est une catégorie un tout petit peu particulière, parce que c'est le Crédit Agricole, c'est Natixis, c'est les banques populaires, caisses d'épargne, etc. Donc il faut nuancer cela. Mais enfin, c'est un secteur mais c'est un secteur qui a ses propres règles. Et je rappelle que le mutualisme ne verse pas de dividendes. Hein. Donc, on le sait, on vient en ce moment. Oui, et d'ailleurs, ils sont en train d'en souffrir. Donc, je crois, moi, que c'est un secteur qui est dynamique. C'est le seul secteur qui a créé de l'emploi depuis 10 ans. Il faut quand même le dire. C'est le seul secteur qui a créé de l'emploi depuis 10 ans. Et donc, je pense que ce secteur a sa place dans l'économie. Et que cette place doit être reconnue. Elle doit être reconnue quant à l'égalité de traitement, quant aux caractéristiques spécifiques de cette économie sociale et solidaire. En plus, elle apporte au sein de la société française des éléments de lien social et de lutte contre les inégalités qui sont absolument décisifs. C'est une spécificité de l'économie française, pas uniquement de l'économie française, l'économie italienne a également cela, l'économie des Pays-Bas également, et je pense qu'il faut que cette économie sociale et solidaire fasse l'objet de l'attention des pouvoirs publics et ne soit pas considérée comme quelque chose du social. C'est de l'économique. Vous voulez ajouter un mot ? Oui, mais moi je suis dans une banque mutualiste cotée, qui est un animal encore plus bizarre. Et les deux ont des avantages, je crois. La banque cotée, d'avoir des actionnaires, c'est quand même... C'est une discipline, c'est une rigueur dans les comptes, c'est la transparence sur les comptes, etc. Et par ailleurs, une banque mutualiste, dont on parlait avant, accepte de faire des choses avec des rendements du capital plus faibles qu'une banque qui ne serait que cotée. Donc cette espèce de mixture bizarre du mutualiste coté, je trouve que c'est quelque chose qui marche assez bien. Bon, deuxième question, celle qui va être posée par Thomas Durand. Donc moi je voulais revenir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les inégalités que pouvait entraîner le capitalisme anglo-saxon et savoir de quelle manière un capitalisme chinois pouvait lui entraîner moins d'inégalités a priori d'après ce que vous évoquez. Le capitalisme chinois, vas-y, réponds. Non, vas-y. Non, mais c'est bien pire. Le capitalisme chinois entraîne des inégalités de fait beaucoup plus importantes encore que le capitalisme anglo-saxon, qui ne sont pas liées à la même chose. Le capitalisme anglo-saxon, on l'a dit, il y a eu cette dépression des salaires continuelle qui sert à faire du rendement du capital. Dans le capitalisme chinois, il y a cette volonté, il y a une volonté de compétitivité et d'expansion internationale basée sur un marché intérieur extraordinairement profitable et à coût bas. Et par ailleurs, les dirigeants des grandes entreprises sont des dirigeants d'entreprises capitalistes parfaitement normaux avec des rémunérations de dirigeants capitalistes normaux. Donc vous avez des inégalités encore plus fortes dans le monde du capitalisme chinois et en plus, qu'aux États-Unis. Un mot, en plus, il y a différentes formes d'inégalités. Et il y a des inégalités hiérarchiques qui sont en Chine, qui viennent redoubler encore du fait de l'autoritarisme du système.
Non. Je voudrais mettre une petite nuance parce que je suis là pour défendre M. Xi Jinping. Donc, il y a quand même l'apparition d'une classe moyenne qui est impressionnante. Hein. Moi, j'ai connu, je vais en Chine depuis 1977, donc c'est vieux. Quand j'y suis allé en 1977, il y avait encore des famines régionales. Bon, actuellement, il n'y a plus de famine régionale. Le niveau de vie des Chinois, je dirais de 50% des Chinois, c'est considérablement élevé. Et vous avez maintenant une classe moyenne de 200, 300, 350 millions de personnes qui ont du pouvoir d'achat, qui achètent des voitures, qui voyagent à l'étranger. Et ça, c'est quand même un succès du modèle chinois en matière de Louis, on est d'accord. Si on prend l'indicateur de Piketty, vous savez quelle est la partie du revenu national que prend le 1% de la population au revenu le plus élevé. En France, c'est 7%. Contrairement aux idées reçues, c'est parmi les plus bas de l'OCDE et ça n'a pas monté depuis 20 ans. Aux États-Unis, c'est 16% et en Chine, c'est 25%. Donc les inégalités extrêmes de revenus sont encore plus élevées en Chine qu'aux États-Unis. Bon, voilà pour les vertus du capitalisme chinois. J'interdirai ton accès au prochain congrès du Parti communiste chinois. Tu fais partie des 95 millions de membres, ouais, forcément. Bon, troisième question. Pierre Pinault. Alors, moi, ma question, ce serait en quoi le protectionnisme est-il une composante du capitalisme financier? Vous avez parlé de son rôle un petit peu dans le capitalisme chinois. Et est-ce qu'il joue vraiment un rôle dans ce capitalisme particulièrement, par rapport aux États-Unis surtout? Le protectionnisme, actuellement, est impraticable. Parce que les chaînes de production sont telles que les principaux importateurs sont les entreprises elles-mêmes pour la production de leurs propres produits qui importent des choses. Il faut savoir que nous importons des moteurs de voitures de Chine pour des voitures en France. Les chaînes de production sont complètement maintenant internationalisées. Et donc Airbus fonctionne avec des ailes fabriquées en Grande-Bretagne, un fuselage fabriqué partiellement en France, des équipements qui viennent pour une très grande partie des États-Unis, des moteurs d'avion qui viennent des États-Unis, etc. Donc je pense que le protectionnisme, le stade actuel du capitalisme, que c'est anglo-saxon, rhénan, exclut le protectionnisme. Les Chinois peuvent encore se permettre certaines formes de protectionnisme parce que c'est 1,3 milliard d'habitants. C'est-à-dire que c'est un continent à lui tout seul. Ils peuvent interdire l'accès de Facebook, de Google en Chine, mais imaginez que nous essayons, nous, d'interdire l'accès à Facebook et à Google. On aurait peut-être dû, mais il fallait s'y prendre avant. Actuellement, c'est plus possible. En Chine, ils l'ont fait, donc ils ont vu émerger Baidu, Alibaba, etc. Ils ont été capables de créer leur propre GAFA. Si le protectionnisme n'est pas possible, je ne vois pas très bien comment le socialisme ou n'importe quoi d'autre en isme serait possible dans un seul pays ce que je dis, ou une seule région. Ce que je dis, c'est que ce qui est possible, c'est la réciprocité. Il ne faut être absolument pas naïf. Les règles du commerce international ne sont pas des règles équilibrées et il faut que nous soyons capables au niveau européen d'affirmer cette réciprocité. Quant au protectionnisme, encore une fois, dans un pays comme la France, je pense que ça n'a pas de sens. Oui, alors je suis peut-être... Oui, l'argument de Louis est extrêmement rationnel, effectivement, parce qu'on a vécu quelque chose qui s'appelle la segmentation. Alors les économistes ont toujours des noms super poétiques pour les concepts, donc là ça s'appelle la segmentation des chaînes de valeur. Et voilà, et donc dit en langage, ce que dit Louis tout à l'heure, dit en langage plus clair, ça veut dire que ce qu'on importe, on a décidé de ne plus le produire dans le pays. C'est peut-être pas pour ça qu'on n'aura pas de protectionnisme quand même. Trump, il va la mettre, sa taxe à 20% sur les importations à l'intérieur des grands groupes. Ce qu'a dit Louis est très important avant pour que vous compreniez le commerce mondial. On croit que le commerce, c'est des gens qui exportent. 60% des flux de commerce mondial sont des flux à l'intérieur des multinationales. Donc le commerce mondial, c'est essentiellement des échanges à l'intérieur des grands groupes. Ce n'est pas une entreprise A qui vend à un consommateur B dans un autre pays. Mais Trump a l'air décidé à taxer ça. Il y a cette taxe de 20%. Et donc on va avoir une expérimentation de protectionnisme dans un environnement où normalement c'est catastrophique d'en mettre, puisque les Américains vont juste payer plus cher ce qu'ils importent. Ça ne tiendra pas. Alors ils l'ont déjà fait dans le passé, ils l'ont fait sur l'acier. Et après, leur voiture était plus chère. Ils l'ont fait sur les pneus, et après, leurs pneus étaient plus chers. Et ils ont fait marche arrière à chaque fois. Non, sur l'acier, c'est différent. Et je pense qu'ils ont eu raison.
les Chinois, confrontés à une surproduction massive d'acier, ont bradé l'acier dans le monde entier. Oui. Et ça avait des effets complètement destructeurs. Il fallait résister. J'estime que l'Europe a même mis beaucoup de temps à réagir. Il fallait réagir face à cela. Et c'est ce que j'appelle la réciprocité. Il ne faut pas être naïf non plus. Alors, juste 2 petits mots qui me paraissent importants. Il y a une spécificité chinoise. Les Chinois pensent qu'ils sont tellement gros qu'ils n'ont pas besoin de se spécialiser. C'est-à-dire qu'ils sont capables de produire tous les biens, et que les règles, les théorèmes habituels du commerce international ne s'appliquent pas à la Chine. Et si les Chinois pensent qu'ils peuvent produire tous les biens, alors, comme ils n'ont pas besoin de se spécialiser, eux, ils peuvent être protectionnistes, puisqu'ils n'abandonnent aucune production. On verra si ça tient, mais pour l'instant, c'est un peu... Et puis, deuxième chose, qui est quand même assez étonnant, c'est comme l'évolution du capitalisme américain. Traditionnellement, on parlait du consensus de Washington. Le consensus de Washington, c'était l'absolu libre-échange. On laissait tout circuler, les biens, les personnes, les capitaux. Et là, tout d'un coup, venant du capitalisme américain, il y a une demande de protection. Ce qui est une rupture idéologique dans le capitalisme américain qui est incroyable quand même. Bon, encore une question. Je me tourne vers Émilie Desambry. Ici. C'est vous. Bonjour. Ma question serait, quelle forme de capitalisme serait adaptée pour renforcer le territoire européen, donc plus en tant que puissance sur la scène internationale? Je pense qu'on a défini, on était à peu près d'accord, Patrick et moi, pour définir ce capitalisme. Mais Patrick, tu peux peut-être... Non, mais je pense que nous, ce qu'on cherche, c'est un capitalisme qui ne soit pas sous l'hégémonie absolue des actionnaire, mais qui admettent que l'entreprise a des parties prenantes et que l'entreprise vit dans un écosystème. Et que donc, on doit tenir compte de ces parties prenantes et de cet écosystème. Et que l'entreprise a des responsabilités qui dépassent la simple rémunération de son capital. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre, et avec toutes les conséquences que cela a. Sur le financement des entreprises, sur la manière de gérer les rapports sociaux des entreprises, sur le commerce extérieur, comment on envisage le commerce extérieur et comment on envisage les échanges avec d'autres pays. Tout en découle, mais c'est ça que nous essayons de proposer. Et ça, je pense qu'on ne peut le proposer que si nous sommes capables d'entraîner l'Europe avec nous dans cette affaire. Et c'est le seul moyen de lutter contre cette montée des inégalités, que la France, d'ailleurs, est un des pays qui maîtrise le mieux. Parce que c'est ce modèle social si décrié que l'on stigmatise souvent. C'est ce modèle social qui fait que la France n'est pas le champion d'Europe des inégalités. Au contraire, c'est un des pays où les inégalités sont les moins fortes, parce qu'il y a cet équilibrage par le modèle social, par une fiscalité que certains estiment abusive, mais qui est très redistributive, par un budget social de la nation qui est considérable, mais qui est également très redistributif, et qui assure une maîtrise des inégalités. C'est tout cela qu'on essaye de préserver à travers un modèle économique qui ne soit pas fondé uniquement sur la rémunération du capital. Non, c'est important, mais en France même, sur les plus jeunes, à mesure qu'on rajeunit, c'est un peu moins vrai et les inégalités sont plus importantes. Il y a donc un phénomène bien sûr, différent. Et donc on va dans la mauvaise direction. Mais bon, juste un mot. La principale inégalité en France, c'est l'inégalité intergénérationnelle. Les pauvres, les enfants de pauvres ont de grandes chances d'être des pauvres. Les enfants d'ouvriers non qualifiés, de personnes non qualifiées ont de très grandes chances de ne pas être qualifiés. Et c'est ce qu'on dit, l'ascenseur social est en panne. Surtout, les inégalités ont tendance à se reproduire et à se pérenniser entre les générations. C'est ça notre reproduction. Oui, c'est la reproduction. Peut-être un mot complémentaire pour parler d'autre chose que d'inégalité. Ce qui me semble, pour répondre à votre question, important, c'est que le modèle anglo-saxon... On disait il n'est pas intrinsèquement lié au protectionnisme. Au contraire, normalement, je disais avant. Il est plutôt lié au libre-échange. Mais il est intrinsèquement lié aux crises financières.
Parce que c'est un modèle, oui, c'est vraiment la crise financière chez Karl Marx, quoi, je veux dire. Hein. Le capitalisme a des normes de rentabilité très élevées. L'exploitation normale de la production ne lui apporte plus cette norme de rentabilité très élevée. Et du coup, on fait appel à la finance pour apporter ce supplément de rentabilité. Alors ça peut être par de la macroéconomie, des politiques monétaires très expansionnistes avec des taux d'intérêt très bas. Ça peut être par les rachats d'actions et l'endettement. Et on finit par des crises financières. Donc ce modèle, il me semble, intrinsèquement lié à la crise financière. Et on n'a pas envie que le modèle européen soit un modèle qui soit lié à la crise financière intrinsèquement. Aux États-Unis, il y a une certaine acceptation de ça. Ils disent, bon, tous les 10 ans, il y a une crise, and so what, hein, et on s'en sort, et on repart, etc. On n'a sans doute pas envie de se mettre dans ce modèle-là. Bon, une question de Maëv Mézergue. Oui, donc ma question c'est, peut-on imaginer la migration du capitalisme en Europe vers un capitalisme étatique plutôt que vers un capitalisme financier? C'est Louis. Louis. La tendance n'est pas vers le capitalisme étatique actuellement, elle est plutôt vers le capitalisme anglo-saxon, c'est clair. Moi, je suis très attaché à l'État, j'ai été un serviteur de l'État, comme on dit, puisque j'étais fonctionnaire, mais ceci étant dit, l'État, il a sa place, il n'a que sa place. Je ne cherche pas à faire de l'État le grand régulateur, le grand manipulateur de l'économie. Je pense que l'État a un rôle à jouer dans l'économie et que la politique a un rôle à jouer. Mais je ne reprendrai pas votre expression de capitalisme étatique. Dans ma jeunesse, je parlais de capitalisme monopoliste d'État, mais bon, c'est de l'histoire ancienne. On ne sait jamais, avec les retours de manivelle, avec un peu de chance. Bon, Justine Ledru. Est-il possible que le système capitaliste puisse se réinventer en tenant compte des enjeux écologiques, en préservant les matières premières et en sauvegardant nos cultures et nos traditions? Bon, allez, Patrick. Oui. Alors, on discutait de ça, je ne sais pas si vous étiez là hier après-midi à la Bourse du Travail. À nouveau, si vous demandez 15% de rendement du capital, vous allez actualiser le futur à 15%. Les problèmes climatiques, l'environnement, ce n'est pas que les problèmes climatiques. Enfin, parlons des problèmes climatiques. Les problèmes climatiques sont des problèmes dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. 1 euro dans 50 ans actualisé à 15%, il vaut 0 aujourd'hui. Donc le capitalisme de type anglo-saxon ne peut pas endogènement s'occuper des problèmes d'environnement. Son taux d'actualisation est trop élevé, ça se passe trop loin dans le temps. Et donc, la seule solution, à nouveau, c'est mon point de tout à l'heure, c'est de mettre les bonnes incitations. Parce que ce capitalisme, par contre, a un gros avantage, c'est qu'il réagit extrêmement rapidement aux incitations monétaires. Donc, si vous dites à des boîtes de l'énergie anglo-saxonne ou européenne, on a une taxation du CO2 de 30 ou 40 euros la tonne, extraordinairement rapidement, elles vont ajuster leur modèle pour continuer à gagner autant d'argent, mais en prenant compte de ce que le carbone, ça coûte 30 ou 40 euros la tonne. Donc ça sera extrêmement efficace comme réaction à une incitation monétaire qui affecte les profits de l'entreprise. Ça, c'est le bon côté du capitalisme de type anglo-saxon. C'est que les incitations monétaires provoquent des ajustements des entreprises extraordinairement rapides, donc les États peuvent s'en servir. Donc la bonne solution, c'est la taxe CO2. Et une taxe CO2 en Europe si les autres n'en veulent pas. Et je crois que là, vous avez un gigantesque consensus des économistes, mais y compris des entreprises de l'énergie européenne, ce qui est quand même assez intéressant. Oui, 7e question de Jérémy Rimanowski. Bonjour. Moi, j'aurais une question pour vous, Monsieur Gallois. Par votre expérience et votre parcours, j'aimerais savoir quelles sont les différentes formes de capitalisme que vous avez rencontrées et quel impact cela a eu sur la gouvernance des groupes que vous avez dirigés. J'ai connu surtout des entreprises ayant des statuts différents. J'ai commencé par 2 entreprises publiques de l'aéronautique dans lesquelles l'État était actionnaire à 100%, dans un secteur qui est considéré comme stratégique par l'État et à raison, parce qu'on dit aéronautique, mais enfin il y avait toute la partie armement derrière.
Cela faisait que j'étais dans un cadre extrêmement défini. Je ne dis pas qu'on n'avait pas de marge de manœuvre pour vendre nos avions, etc., mais le cadre était extrêmement défini. C'est un mode de capitalisme qui a fonctionné en France de manière plutôt positive dans un certain nombre de grands secteurs. Je le citais tout à l'heure, le nucléaire, l'espace, l'aéronautique, l'armement, l'énergie aussi, hein, la constitution du groupe Total à partir de Elf et de la CFP, enfin bon, ça s'est fait. Donc j'ai connu ce premier capitalisme. Après, j'ai connu un capitalisme de caractère très particulier qui est la SNCF. Je ne peux pas dire que ce soit l'archétype du capitalisme. C'est un service public qui doit fonctionner. C'est une entreprise, pas un service public, c'est une entreprise de service public différente qui doit fonctionner comme une entreprise, mais avec des règles qui sont très propres. Par contre, je suis passé ensuite chez EADS, qui est une entreprise cotée en bourse, possédée majoritairement par des capitaux privés, avec des actionnaires comme Daimler, le groupe Lagardère et puis le marché. C'était une entreprise cotée en bourse et très internationale. Là, j'ai connu les évolutions, alors que c'était un secteur qui, historiquement, venait de l'aéronautique et donc était sur les traces que j'indiquais de cadrage étatique assez fort. Là, j'ai vu l'évolution vers un modèle type anglo-saxon, avec une rémunération des dirigeants très indexée sur la valeur de l'action, et de plus en plus indexée sur la valeur de l'action, donc pour arriver à cette communauté d'intérêts entre le management et les actionnaires, d'ailleurs très marquée par l'idée qu'il fallait aller vers les rachats d'actions aussi pour faire monter le cours, parce que tout l'objectif c'est de faire monter le cours de bourse. Alors je ne peux pas dire que de mon temps ceci a été jusqu'à son terme, parce que c'était une évolution, mais j'ai senti cette évolution, j'ai senti la pression croissante des marchés. Et mon successeur, autant que je peux en juger, il la sent encore et il est obligé d'aller dans cette direction. Il a procédé d'ailleurs lui-même à des rachats d'actions, ce que moi je n'ai pas fait, mais bon, il y a été contraint. Donc j'ai bien vu, à travers ma vie de chef d'entreprise, j'ai été 23 ans chef d'entreprise, j'ai bien vu comment cela avançait. Chez PSA, c'est un peu différent, parce que PSA est une entreprise encore très française. Mais on sent quand même aussi que ça vient. Ça vient, hein. Alors, deux petites questions pour terminer venant de la salle. La première à Patrick Artus. En quoi l'attribution de dividendes aux actionnaires impacte l'économie réelle ? Bon, d'abord, alors je connais une thèse circulant qui est que la distribution de dividendes réduit les investissements. Cette thèse n'est pas factuellement prouvée, hein. Il n'y a aucune corrélation dans aucun pays entre l'évolution des dividendes et l'évolution de l'investissement. Est-ce qu'on distribue aux actionnaires des dividendes anormalement élevés ? En France aujourd'hui, le taux de dividende, c'est-à-dire si vous achetez une action 100, qu'est-ce que vous allez recevoir en moyenne ? Vous allez recevoir 2,7. Donc vous allez avoir une rémunération de 2,7% de votre investissement en actions. Est-ce que 2,7 avant impôt, hein, puisque bon, alors après les impôts dépendent de votre revenu, etc., et de la façon dont vous détenez ces actions. Donc raisonnons avant impôt. Est-ce que 2,7% avant impôt, c'est une rémunération extravagante du capital prêté à l'entreprise en actions ? Honnêtement, je ne crois pas, quoi. Donc je crois que la thèse suivant laquelle on a des niveaux extravagants de rémunération des actionnaires par les dividendes, hein, et pas juste. Donc le rendement du capital, il se fait pas par les dividendes. Le rendement du capital, alors 12 en Europe, 15 aux États-Unis, il se fait par l'augmentation de la valeur de l'entreprise. Donc il se fait par l'augmentation de la valeur des actions, qui représente l'augmentation de la valeur de l'entreprise dans le temps. Mais la distribution de dividendes elle-même, c'est quelque chose qui est assez modeste en réalité. Ça représente en France à peu près 2,5% du PIB. Hein, les dividendes versés par les entreprises, ce qui est Est-ce qu'on peut rebondir sur la théorie du ruissellement ?
Tu veux dire que les gens très riches... Oui, alors je ne sais pas si c'est un rapport. Non, la théorie du ruissellement, c'est une plaisanterie. Enfin, je veux dire, la théorie du ruissellement, hein, c'est que si on donne beaucoup d'argent aux gens très riches, ils vont dépenser cet argent d'une manière qui va stimuler l'économie. Alors, la vérité économique, c'est l'anti-ruissellement. Hein, c'est que l'argent donné aux très riches est utilisé à des choses qui ont assez peu d'utilité pour l'économie. Ouais, les yachts, enfin voilà, et aussi fait monter les prix de biens utiles. Regardez l'immobilier dans la Silicon Valley, par exemple. Hein. Donc la théorie du ruissellement est une vaste plaisanterie. Oui. Enfin, dernière question pour Louis Gallois. Que pensez-vous du TAFTA qui semble aller à l'encontre de ce que vous proposez? Oui. De l'accord de libre-échange, oui. Lequel? Parce que le TAFTA, il est mort-né, donc on parle peut-être de l'accord avec les Canadiens. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait des accords entre groupes de pays sur les transactions. Il s'agit de savoir ce qu'il y a dedans. S'il s'agit de se voir imposer dans un accord l'extraterritorialité de la justice américaine qui pourrait avoir à traiter des affaires qui se passent en Europe, ou la capacité des États-Unis, d'entreprises américaines à traîner les États européens devant des tribunaux, je suis contre. Mais s'il s'agit de faciliter les échanges, d'assurer l'ouverture des marchés publics américains aux entreprises françaises, très bien, dès lors que les entreprises américaines peuvent elles-mêmes accéder aux marchés publics en Europe. Il peut y avoir des éléments très positifs d'équilibre. Encore une fois, moi je ne suis pas un adepte de la fermeture des frontières. Il peut y avoir des éléments d'équilibre, de réciprocité. Il faut que ça soit équilibré. Et alors moi je ne suis pas vraiment un spécialiste de ces accords, mais j'ai compris qu'avec le Canada, ça posait des problèmes sur l'environnement assez sérieux, il faut les traiter. Il ne s'agit pas de se faire imposer des produits OGM ou des modes de production qui seraient contraires à nos réglementations sanitaires, ça va de soi. Donc je pense que tout est dans le contenu. Je ne suis pas contre, a priori, le fait qu'il y ait des accords internationaux. Bon, très bien, nous sommes obligés d'arrêter. Merci. Merci à Louis Gallois et à Patrick Artus. Merci au panel d'étudiants et à l'ensemble des questions. Et il y a des rencontres auteurs qui sont prévues à la sortie de cet amphithéâtre.